Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters où je vais effectivement répondre à Maxwell Dragon à sa vidéo sur les 20 albums qui l'amèneraient sur une île déserte. Voici mon top 20 à moi. Donc c'est un truc que j'avais pas forcément envie de faire parce que déjà c'est assez compliqué quand on a plus de... je sais pas, plus de 10 ans dans le métal à écouter plein de trucs, c'est très dur pour classifier les 20 albums qu'on préfère. Surtout qu'avec le temps, ce classement peut changer, on peut se lasser d'un album ou au contraire découvrir de nouveaux albums qui mériteraient d'être dans le top 20. Et même encore maintenant, je suis sûr que si je réfléchissais bien, peut-être que je pourrais intervertir quelques albums. Enfin bon, voilà, maintenant je l'ai fait, il est fait, je ne veux plus y toucher. Et je pense que c'est quand même assez représentatif de mes goûts. À tel point que même dans 5-10 ans, je pense qu'il y aura quand même toujours 3-4 des albums, il y aura quand même 3/4 des albums que je vous présente ici, qui se retrouveront toujours dans ce top 20. Alors concernant ce top 20, je ne vais pas chercher à être original ou élitiste, donc ne vous attendez pas à des perles rares ou des groupes obscurs, ça reste des groupes assez connus, des albums aussi connus, pas mal de trucs dont j'ai déjà parlé dans Metal Hunters, forcément puisque je choisis les albums qui me touchent le plus, et il y a aussi pas mal d'albums dont je parlerai plus tard dans Metal Hunters, donc ça va être un petit peu du réchauffé tout ça. Pareil, je me suis aperçu qu'en faisant ce top 20, il y avait pas mal d'albums qui étaient reliés à une première fois, donc première fois que j'écoutais ce groupe, première fois dans un tel lieu, etc. Donc ça va se concentrer sur une période en particulier, les années 2000, 2001. Enfin plutôt 2000, 2005, on verra bien, c'est bon, on casse les couilles. Et pour faire ce classement, je me suis imposé quelques règles, donc plus ou moins les mêmes règles que Maxwell Dragon s'était imposé, donc pas plusieurs fois le même groupe, sinon il y aurait 20 albums de Dream Theater et puis c'est bon, ce serait vite fait le truc. Pas de IP, pas de live, pas de split, pas de démo, donc que des albums ici. Et je crois que c'est fini pour l'intro, on va pouvoir attaquer tout de suite avec le numéro 20. Il sert des bières comme un gros porc, le gros porc. Le numéro 20, c'est Dimmu Borgir, Puritanical Euphoria Misanthropia. Donc c'est un album que j'avais acheté à Leclerc, donc c'était un des premiers albums que j'ai acheté. Et j'étais pas tranquille à l'époque, parce que dans ces années-là, en 2001, il y avait toujours les reportages sur M6 où Jackie Cordonnier arrivait et disait oui, les métalleux, c'est une réalité, ils sont satanistes, ils boivent du sang, ils tuent des enfants, etc. Donc moi j'allais à la caissière, je présentais cet album à la pochette, ma foi, peu conventionnelle. Et j'étais pas forcément tranquille en achetant cet album. Et pareil quand je l'écoutais, parce qu'à l'époque, moi j'écoutais pas mal de Manson, de Limp Bizkit, de Korn, donc j'étais habitué à un squelette, couplet, refrain, quelque chose de très classique. Mon pauvre, quand j'écoutais Dimmu Borgir, cet album, avec tous ces changements de rythme, de style même, ces orchestrations, toutes ces plages et toute cette... c'était certaines techniques, j'étais perdu. Au début, j'ai pas du tout aimé le disque, mais finalement, il est là. Alors les gens me diront que Emperor c'est mieux, un black metal symphonique, ils auraient peut-être pas tort. Moi j'aime beaucoup Emperor également, mais je garde toujours un petit coup de cœur pour cet album, pour Puritanical Euphoria Misanthropia, qui a une production bien puissante, qui fait la belle part à la batterie, qui est vraiment assez folle. Nicolas Barker qui tabasse du début jusqu'à la fin du disque, donc beaucoup de puissance de ce côté-là. Les orchestrations aussi sont vraiment bien foutues, c'est pas simplement pour décorer à la Nightwish, c'est vraiment un tout dans cet album. Et puis il y a cette dualité entre la voix de Chagrat et Vortex qui est merveilleux, il suffit d'écouter King of Carnival Creation, même la chanson qui vient après, Hybrid Stigmata Apostasia, je crois, pour se rendre compte de ça. Donc ouais, je préfère toujours Dimmu Borgir, cet album à Emperor. C'est comme ça. Numéro 19 pour Epica The Phantom Agony. Aïe aïe aïe, ça y est, ça commence à rager là, les pouces vers le bas, les pouces rouges. Mais oui, je suis un fan d'Epica et je pense que c'était, on va dire peut-être pas obligé qu'il y ait un Epica dans ce top, mais voilà. Phantom Agony c'est quand même un disque qui est à part dans les discographies d'Epica et même dans tout ce métal, même si j'aime pas le terme, métal symphonique à chanteuse. C'est vraiment dans la continuité de ce que Mark Jansen faisait dans After Forever, c'est-à-dire un métal bien axé sur les orchestrations, sur la symphonie. Et je vais même dire que Mark Jansen a bouclé, disons, on va dire sa première œuvre en faisant Phantom Agony. Il a continué ce qu'il avait fait avec After Forever et il a terminé sur ce Phantom Agony. C'est un disque qui au final est très simple, très léger. Certains diront mou parce que ce qu'il y a de métal, les riffs sont assez légers. Et il y a vraiment beaucoup d'orchestration et beaucoup de...
Ouais, une très grande atmosphère dans ce disque. Simone Simon chante pour la première fois et elle est très touchante, de même que les titres. Les thèmes des titres sont assez touchants eux-mêmes. Par exemple, Cry for the Moon qui parle des enfants abusés par les prêtres. Et je regretterais d'ailleurs que le fait que le groupe, je crois qu'ils le font plus maintenant, mais à un moment donné ils jouaient Cry for the Moon avec un rythme techno et il y avait tous ces cons de fans d'Epica qui sautaient comme ça. Enfin, moi, je trouve ça un peu bizarre quand il y a des thèmes assez sérieux comme ça, assez tristes et puis actuels au final, qu'on puisse rigoler comme ça, mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un petit joyau cet album et je vous conseille de l'écouter si vous aimez le style. En 18ème position, on a des Français avec Misanthrope, Misanthrope Immortel. Et oui, en faisant la chronique au Japon, je me suis aperçu que c'était vraiment Misanthrope Immortel qui prévalait sur Metal Hurlant. Le disque est frais, il est bien avant-gardiste, il y a un excellent contraste entre bien le misanthrope true underground et puis un misanthrope beaucoup plus lumineux, beaucoup plus mélodique, sûrement dû à toute l'influence suédoise. Hein. Ils sont à nouveau allés enregistrer au Fredman Studio. Donc ouais, sans aucun doute, Misanthrope Immortel est un disque qui traverse les âges et qui sera encore là pour moi pendant des années. Et je vous conseille d'aller voir ma vidéo, je mettrai un truc là-haut. En 17ème position, on va aller en Allemagne et on va prendre Blind Guardian, A Night at the Opera. Alors les gens là aussi diront, c'est bizarre A Night at the Opera alors qu'il y a tant d'albums classiques. Et j'avoue avoir hésité avec d'autres albums concernant Blind Guardian que je considère comme le meilleur groupe de power, heavy mélodique, je sais pas vraiment quel est le terme que vous utilisez pour ce genre de style. Mais c'est vrai que quand on me demande mon meilleur album de Blind Guardian, j'ai souvent tendance à mettre le premier album de Blind Guardian que j'ai écouté, A Night at the Opera. C'est un très bon cadeau de Noël d'ailleurs. Et pourtant ce n'est pas le Blind Guardian le plus accessible, il est très speed déjà. Le rythme est vraiment très effréné, ça s'arrête pas du début jusqu'à la fin. Il est affreusement complexe, il y a des vingtaines de pistes sans arrêt, il y a beaucoup d'orchestration, beaucoup de peaufinage, il y a vraiment, c'est sûrement le disque le plus technique de Blind Guardian, et si technique que ça avait fait fuir le batteur Thomas Stonch, je dois sûrement mal le prononcer, qui avait décidé d'aller former Savage Circus pour faire du vieux Blind Guardian, donc un Blind Guardian plus simple. Donc c'est une nouvelle facette des bardes, mais on reconnaît toujours leur musique, il y a toujours cette rythmique si particulière, ce sens de la mélodie, et puis ainsi Kush, un chanteur incroyable, aussi un petit côté très épique, et ça on le voit très bien dans la chanson And Then There Was Silence. Ouais. And Then There Was Silence, qui est une chanson sur la chute de Troie, un gros pavé épique de 14 minutes que je vous conseille d'écouter. J'en ferai un Metal Hunters d'ailleurs de cet album, faut le savoir. En 7ème position, il y a du black metal, quoique les rageux diront ah c'est pas du black. Immortal, Sons of the Northern Darkness. Et là aussi j'ai hésité avec At the Heart of Winter, mais je préfère largement je préfère largement Sons of Northern Darkness parce que je le trouve beaucoup plus heavy. La production est meilleure également et il y a un petit côté épique qui ne me laisse vraiment pas indifférent. Puis croyez-le ou non, mais j'adore cette pochette, elle est très sombre avec ce bleu et je trouve que cette couleur justement d'un bleu très très sombre, on la retrouve, on la ressent tout au long du disque. Par exemple, Beyond the North Wave, vous voyez pas là sur un bateau là en train de naviguer sur des eaux très calmes, sur une mer très lisse, pendant une nuit où juste la lune vous éclaire, hein? Pas un seul son, avec une brume sur l'eau, là comme ça. Et au loin, vous voyez une silhouette qui se rapproche au fur et à mesure où vous vous rapprochez de la côte. Une espèce d'entité, une bête. Et quand vous êtes près de cette chose, vous voyez qu'en fait, c'est une frime. En 15e position, on a un groupe de death metal brutal. Et d'ailleurs, pour ça, je vais prendre l'arme de la correction, là. Pour vous expliquer cet album, puisqu'on va parler de Une Merciful Beaten. Je suis sûrement en train de niquer la mise au point en faisant le con avec ça. Donc cet album, c'est tout simplement le meilleur album de death pour moi, il n'y a pas photo. C'est un disque qui est très brutal, très violent, qui est pas du tout étouffant de par sa durée, il doit faire dans les 35 minutes. Toutes les chansons sont facilement identifiables, on n'est pas du tout noyé dans un death qui est trop brutal, trop technique, trop rapide. Et pourtant, ça l'est. Et je vous conseille d'aller écouter Shotgun Sodomy et d'aller voir la vidéo que j'avais faite sur cet album. 14e position pour Savatage, Dead Winter Dead. Et là aussi, je pense que certaines personnes choisiraient peut-être des albums un peu plus cultes du Tage, des albums avec Chris Oliva par exemple. Mais moi, si je cite souvent Dead Winter Dead, c'est grâce au concept, grâce à cette histoire qui est merveilleusement mise en musique et qui font de ce disque un disque qui n'a pas du tout à rougir face aux grands concepts de l'histoire du métal comme The Crimson Idol ou encore Operation Mindcrime, Metropolis partout, etc. Donc comme Metal Hunter c'est prévu sur cet album, je ne vais pas forcément trop en parler, mais juste vous dire que le concept se déroule en 1990 en Sarajevo, dans une Yougoslavie qui doit subir la fin du
du soviétisme. Et on s'aperçoit que tout n'est pas forcément très rose, hein, même si le mur s'est effondré, il y a quand même pas mal de problèmes qui sont très bien mis en valeur et en musique, avec différents personnages qui sont interprétés à la fois par John Oliver et Zach Stevens. Et ouais, je pourrais juste vous demander d'écouter le titre This Is Time, où il y a un magnifique final avec un très très beau solo qui se termine pile lorsque le refrain reprend, et qui est vraiment à couper le souffle, tout comme l'entièreté de cet album. 13e position avec Orphaned Land, Maboul, donc c'est le disque qui a vraiment fait connaître les Israéliens, avec une parfaite osmose entre le black, le prog, le heavy, le death, et même le death un peu plus scandinave, la musique orientale, enfin pas mal de choses qui pourtant cohabitent à merveille. Et tout ça pour un concept, encore une fois, un concept biblique. Kobe chante merveilleusement bien et nous livre des prestations qui sont vraiment très très fortes en émotion comme Ocean Land. Et il y avait encore Yossi Sassi qui était déjà un maître à la six cordes, comme en témoigne le très long et magnifique solo de The Storm Still Rage Inside, si je ne me trompe pas, frisson garanti. On revient en France pour la 12e position avec Alceste, Les Voyages de l'âme. Un album que j'ai adoré dès que j'ai vu le clip entre temps, et c'est vrai qu'après après l'avoir écouté, j'ai de suite été charmé par ce mélange shoegaze, black metal. Et l'album serait peut-être plus élevé dans le classement si tous les titres étaient à une qualité égale. Alors tous les titres sont bons, mais il y a vraiment beaucoup de titres qui sortent du lot, comme Laounès, Les Couleurs Nouvelles, ou encore le titre éponyme. Bon, après, sur la majorité des titres, il doit y en avoir 80% qui sont excellents, et le 20% restant qui sont juste en dessous, mais bon, ça reste un très grand album, et qui m'a marqué parce que c'était un des premiers albums que j'ai acheté lorsque j'ai déménagé en Irlande, donc voilà, effet Madeleine de Proust, hein. Toi-même tu sais. 11e position pour Symphonix, The Odyssey, donc du métal progressif, est le dernier album mythologique, on va dire, de Symphonix, donc avec cette guitare néoclassique de Michael Romeo, pareil pour les claviers de Pinella qui renforcent cette ambiance typique de Symphonix. Et après, bon, voilà, le groupe changera et aura un côté un peu plus agressif, et ce côté agressif on le retrouve également sur cet album. Les riffs et la batterie sont souvent un peu plus hargneux, on va dire, un peu plus agressifs justement. Haleine est grandiose, Accolade 2, Incantation of the Apprentice, et puis on a aussi cet excellent titre bien épique de 24 minutes, The Odyssey, et sur l'Odyssée d'Ulysse, un régal. Et là aussi, par la première fois, hein, c'était la première fois que j'écoutais Symphonix, et c'est aussi la première fois que je me déplaçais pour voir un groupe en concert. Alors je compte pas les 2 premières Metal Fest qui étaient à 5 km de chez moi, mais j'ai souvent tendance à dire que Symphonix était mon premier concert au Rockstar de Montpellier, pour ceux qui s'en souviennent. Là aussi on a fait une vidéo avec Seth. Allez jeter un coup d'œil, et puis il y aura un peu plus de développement concernant cet album. À la 10e position, on va retrouver un groupe dont nous avions déjà parlé avec Seth, puisqu'il s'agit de Vandenplas pour l'album Chris O. Donc j'avais hésité, j'ai pas mal hésité pour faire les tops, vous voyez. Donc j'avais pas mal hésité avec Seraphic Clockwork, qui est un album majestueux, mais tous les albums de Vandenplas sont vraiment très bons, donc c'est très dur d'en choisir un. Donc j'ai choisi Chris O parce que c'était le premier album de Vandenplas que j'avais écouté, et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. J'avais été très touché par cette histoire basée sur le conte de Monte Cristo, et il y a des titres vraiment excellents. C'est sûrement le disque le plus sombre de Vandenplas. Il y a vraiment une ambiance très glauque, hein, l'ambiance glauque liée au tueur en série. Et puis on a Andy Kuntz qui est un chanteur que j'adore, un de mes chanteurs favoris, donc c'est très compliqué à indiquer, parce que soit on adore son timbre de voix, soit on déteste, mais si jamais vous avez la chance de l'apprécier, vous pouvez du coup percevoir toutes les émotions qu'il arrive à véhiculer. Du coup je vous conseille d'écouter Fire Roses Dance, ou encore January Sun, qui est une chanson beaucoup plus prog et beaucoup plus technique. Sinon vous pouvez aussi aller voir la vidéo qu'on avait fait avec Seth. Sans déconner, il fait super chaud, j'arrête pas de suer comme un ignoble porc. Je voulais aller filmer dehors, mais le problème c'est que j'ai pas de pieds. J'ai plus de pieds à la maison, et il y a des moustiques partout, c'est infernal. 9e position pour Head Guy avec Mandrake, et oui, c'est le dernier album typiquement Head Guy, même si ouais, on pourrait dire que Hellfire est le dernier album typiquement Head Guy, mais sur Hellfire on sent que le groupe a envie de s'effader vers quelque chose d'un peu plus happy, de quelque chose d'un peu plus barré, et qui va pas tarder à quitter le très beau monde du heavy mélodique ou du power.
Mandrake est un très bel exemple des compos hors normes que pouvaient nous faire les Allemands, cette capacité à faire du heavy très classique mais qui pourtant sonne comme du Edguy grâce déjà au chant de Tobias Sammet qui est ici merveilleux, il n'y a qu'à écouter Tears of a Mandrake ou encore Golden Dawn avec ce final où il pousse un cri wow, il y a pas mal de coffres à l'époque. Et c'était pas simplement des cris dégueulasses où il tirait la langue, il montrait ses dentitions. Et pour avoir un bel exemple de cette capacité qu'avait Edguy à nous faire leur compo vraiment bien à eux, avec un sens de la mélodie vraiment typé Edguy, et en plus avec un côté épique, je vous conseille d'écouter Pharaoh. Pharaoh qui est une chanson qui doit faire une dizaine de minutes et qui passe crème, quoi. Voilà. C'est dommage pour Edguy. On avait fait une vidéo là aussi, hein. Je crois que je vais encore mettre un truc là. 8ème position pour Devin Townsend, et ça c'est un peu bizarre. Enfin bizarre non, c'est pas bizarre. Disons que j'étais au boulot en train de faire mon top 20. Je travaille beaucoup. Donc j'étais au boulot et j'essayais de me remémorer les albums que j'aurais pu oublier parce que je les écoute plus, des albums qui auraient pu avoir leur place dans le top 20. Et c'est alors que j'ai pensé à Teria. J'étais très fan de Devin Townsend avant. J'adore toujours ce qu'il fait, mais bon, l'amour s'est un peu diminué dû à certains albums qui étaient juste bien. Et donc je me suis rappelé que j'adorais Teria à l'époque. Donc je me suis dit, tiens, tu vas écouter Teria, peut-être qu'il a sa place ici. Donc ça faisait 8 ans, 8-9 ans que je n'avais pas écouté cet album. Donc là je me suis mis à le réécouter avec un sens musical un peu plus aiguisé, et puis l'anglais que je comprends un peu mieux, forcément. Et bon, vous me croirez ou pas, donc je vais pas faire le Marseillais à dire que j'avais les mains qui tremblaient, que j'ai limite fait un AVC, les larmes aux yeux et tout, mais j'ai été assez affecté par l'écoute de Teria, c'est pour ça qu'il est là. Mais du coup, je sais pas trop comment vous parler de Teria, parce que déjà la pochette, je trouve qu'elle reflète pas mal ce qu'on trouve dans le disque. La musique de Teria est grisonnante, mystérieuse, mais de l'autre côté, elle attire, elle est très intense, elle a un très fort caractère, mais... Alors déjà c'est pas facile de décrire du Devin Townsend tout court, mais alors imaginez du Teria. Et c'est vrai que j'avais pensé du coup à faire un Metal Hunter sur cet album, mais je serais un peu emmerdé pour en parler. Parce qu'on pourrait dire à la facilité que c'est du métal progressif, mais c'est tellement atypique, c'est tellement un ovni que ouais, c'est très dur d'en parler. Et pourtant ça aborde des thèmes assez simples, des thèmes très banals, la vie de tous les jours, ce genre de choses. Écoutez, tentez Nobody's Here, qui est très triste, S-Day ou encore The Fluke, The Fluke qui commence avec un rythme assez basique et qui part totalement embarré, enfin bref. Je vous en dis pas plus, jetez une oreille sur cet album et faites-vous une idée vous-même. En 7ème position, Marillion, Misplaced Shithole. Alors je sais, c'est pas du métal, c'est du rock progressif, mais c'est un très bel album, sûrement le plus accessible des Marillion de la période Fish. Il y a un très fort côté rock sur cet album, voire pop, il est extrêmement touchant, il y a des passages qui peuvent vous mettre les larmes aux yeux. On sent vraiment que lorsque les gars ont composé cet album, notamment Fish qui s'occupait en majorité des paroles, ils ont vraiment mis une part d'eux-mêmes dans les morceaux, et il y a pas mal de passages autobiographiques dont le thème général de cet album c'est lié à l'enfance perdue, et pour les passages les plus poignants, S or Lothian, ou encore Blinke avec ce début qui est extrêmement sensible, empli d'innocence, cette guitare très fine de Rothery avec ce chant de Fish. Ouais, ça ne peut pas vous laisser de marbre, sinon c'est que vous êtes un connard. Et j'en ferai un Metal Hunter de cet album. Fait chaud, putain. À 6ème position, on a Children of Bodom, Follow the Reaper. Et là, le drapeau, là. Alors c'est un album que j'avais pas forcément aimé lorsque je l'ai écouté. Disons qu'il y avait tellement de buzz autour de cet album, tout le monde le trouvait génial, que lorsque je l'ai écouté, je l'ai trouvé fade. Mais après, plus je l'ai écouté, et plus je l'ai trouvé excellent. Et encore aujourd'hui, plus je l'écoute, plus il me rend fou. C'est le genre d'album, vous me le passez en soirée, je deviens fou, quoi, je casse tout. Si quelqu'un vient me voir et me demande c'est quoi la mélodie typique finlandaise, je dis Follow the Reaper. Follow the Reaper, c'est tout. T'écoutes ça et tu comprends l'essence même de la mélodie finlandaise. Et d'ailleurs, ça m'avait fait rire parce que lorsque Maxwell cite cet album dans son top, il dit qu'il serait capable de chanter toutes les mélodies et tout, et toutes les parties de clavier et tout, mais moi aussi je peux le faire. Moi je te chante Follow the Reaper, là le début, je te chante la mélodie principale, Northern Comfort, et voilà quoi.
Un album, c'est sans faute le chef-d'œuvre de Children of Bodom, mais voire un chef-d'œuvre de mélodie, tout simplement. Chaque solo, chaque partie de clavier, tout est génial dans cet album. Et en 5e position, nous avons Ark Burn the Sun avec Jornan, ce putain de gros chat de merde. Un disque très sombre qui navigue entre le prog, le heavy et le rock. Un disque qui a une excellente production, je repense à ce son de basse qui est vraiment d'une originalité extrême. Jorland qui signe là sa meilleure prestation, je le dis, je l'ai dit dans ma vidéo, allez la voir là, mais je le redis encore, et c'est dommage, ça aussi je le redis, c'est dommage que ce groupe n'existe plus parce qu'il y avait une telle osmose entre les musiciens que je n'ose même pas imaginer ce qu'ils auraient été capables de produire. C'est dommage, c'est dommage. Et je vous conseille d'écouter, Burn the Sun est pas mal, c'est la plus classique on va dire, mais sinon Walking Hour est vraiment très bien également. De toute façon tout l'album est bien, vous écoutez tout et voilà. Putain, il fait super chaud, jamais... Il fait une chaleur, mais je vais sûrement pas finir la vidéo. Alors si je meurs, déjà je lègue rien à Enoch. Je lègue le Castelmore à Maxwell Dragon. C'est quand même, c'est un peu le papa du YouTube Metal, donc il mérite, hein, le Castelmore. Peut avoir ce DVD aussi s'il veut. Et comme il aime bien Children of Bodom, il peut avoir ça s'il veut. Voilà. Mais Enoch, rien. Ça, jamais rien. En 4e position, nous avons Angra avec Rebirth. Alors, moi j'ai connu Angra avec cet album. Donc, je suis arrivé dans le métal à peu près, on va dire, quelques mois avant que Rebirth sorte. Donc, j'avais pas cette comparaison avec André Matos. C'est peut-être pour ça que Rebirth m'impacte autant. On a là une renaissance vraiment flamboyante des Brésiliens qui ont su s'accompagner de nouveaux membres vraiment excellents. Edu le premier, qui est énorme sur ce disque. Le groupe revient plus fort et plus lumineux et ces deux termes se retrouvent dans la musique assez facilement. Je veux dire, il n'y a qu'à écouter le refrain de Acid Rain ou sinon la prestation d'Edu sur Running Alone pour se rendre compte à quel point Rebirth est une réussite. Le titre éponyme aussi, Rebirth, qui est très touchant parce qu'il raconte l'histoire d'un homme qui renaît, mais on peut aussi faire le parallèle avec la renaissance d'Angra lui-même. Il y a une vidéo là normalement si YouTube fait pas de la merde. On arrive dans le top 3 et en 3e position, Sonata Arctica, Silence. Donc on avait parlé de Reckoning Night avec 7. Mais Silence c'est clairement mon préféré. On a là un Sonata Arctica beaucoup plus mûr et qui affine son style et qui donc s'éloigne de la comparaison avec Stratovarius qu'on pouvait y coller lors du premier album. Avec de très bons morceaux bien speed comme le prouve le premier titre Web Allergy. On a aussi énormément de chansons fédératrices, les plus connues étant Black Sheep et merde, Wolf and Raven. Ils avaient fait un clip d'ailleurs, ce clip putain. Mais des chansons également moins connues comme Land of Miracle ou encore Sing in Silence qui est très calme et très belle. Il y a également la dernière chanson, The Power of One, qui est un petit côté épique qui est vraiment très beau, très croustillant. Et puis je pourrais citer toutes les chansons de cet album. C'est un album qui est plein de fraîcheur et là aussi avec un sens de la mélodie typiquement finlandaise. Et d'ailleurs si je cite Follow the Reaper en premier concernant cette mélodie finlandaise, clairement le second ce sera Silence. Puis cet album me rappelle aussi les débuts dans le métal, donc forcément ça marque, et ça n'a jamais cessé de me marquer en fait. Là je l'écoute, je bois le Castelmore et Maxwell il a plus rien après, hein, c'est sûr. Hein. En seconde position on va mettre un groupe culte, Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son. Alors c'est un peu bizarre ma relation avec Maiden parce que c'est clairement un de mes groupes préférés. Mais au début, lorsque je les écoutais, je les ai pas trouvés fous. En fait, j'avais écouté l'album Best of the Beast qui rassemble les titres cultes de Maiden, chanté par Blaze Bayley. Et il faut être gentil avec Blaze Bayley le pauvre parce qu'il a pas une vie facile. Et donc j'avais pas forcément aimé, donc j'avais un peu laissé Maiden de côté. Jusqu'au jour où j'étais allé à OCD et ne sachant pas quoi acheter, j'avais trouvé cet album Seven Son and Seven Son et je l'avais acheté et j'ai écouté cet album et j'étais là, c'est ça Maiden, c'est ça Maiden en 88, c'est ça Maiden en 88. Et du coup j'ai acheté toute la discographie et pour Maiden plus que pour tous les autres c'est très dur de ne pas avoir à choisir un autre album parce que j'aurais pu parler de Power Slave, de Somewhere in Time ou encore de Brave New World ou de A Matter of Life and Death. Mais ouais, je garde toujours un amour assez particulier à cet album, Seven Son of Seven Son, qui a vraiment une ambiance vraiment unique et un peu hors norme dans la discographie de Maiden, du moins dans cette période. Certains diront que c'est l'album le plus prog du groupe, et ils auraient pas tort, hein, parce qu'il y a vraiment un petit côté un peu plus technique, un peu plus poussé. Ah, cette mélodie typiquement maidenienne dans les guitares, ce feeling incroyable dans la batterie, ou encore la basse si particulière de Steve Harris. Et sur cet album, il y a tous les titres de Maiden que je préfère quasiment. The Heavies, Amendo, Moonshine, le titre éponyme, Can I Play With
Imanes, ou encore mon titre favori de Maiden, The Clairvoyant. Juste à écouter les premières lignes de basse, j'en ai la chair de poule. Donc voilà, un grand groupe en seconde position. Et à la première place, nous avons Dream Theater avec Images and Words. Et oui, étant un ultime fan de Dream Theater, il fallait bien se douter que Dream Theater allait arriver et allait être dans le top, dans la première place même si vous étiez futé. Et j'aurais pu choisir d'autres albums de Dream Theater, j'aurais pu choisir Six Degrees of Inner Turbulence, l'album qui m'a fait découvrir le groupe et que j'écoute toujours avec énormément de plaisir. J'aurais pu choisir le dernier album avec Portnoy, Black Cloud and Silver Lining, ou encore le premier album sans Portnoy justement, le Dramatic Turn of Events. Un album que j'ai mis longtemps à apprécier mais qui reste dans mon top 3. Voilà, si je devais faire un top 3, je mettrais Images and Words, Six Degrees et puis cet album, The Dramatic Turn of Events. Vous avez vu un peu cette magouille pour mettre plein de Dream Theater à la première place, hein? Alors on avait parlé de cet album avec Seth. Je vous conseillerais d'aller voir la vidéo, mais je suis quasiment sûr qu'on n'y a pas rendu hommage. J'aime pas trop regarder mes anciennes vidéos, j'ai envie de me foutre des poings dans la gueule quand même des fois. Mais ouais, je pense qu'on a un peu, je vais pas dire raté la chronique, mais qu'on aurait pu faire mieux. Je vais peut-être refaire des rééditions de mes vidéos. Je sais que Maxwell en parlait dans sa FAQ, je vais faire pareil. Je vais contacter Nuclear Blast pour voir s'ils peuvent pas me financer. Ils sont forts pour faire des rééditions qui servent pas souvent à grand chose. Alors là aussi, comment décrire un tel album, hein? Le pinacle du métal progressif, avec chaque titre qui a sa propre couleur, sa propre saveur et qui vous transporte dans des endroits tellement différents. Mais pareil, pour chaque titre, moi ça me rappelle certains moments de ma vie. Donc c'est un album qui est assez, auquel je suis très attaché personnellement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est là. Comme je disais, chaque titre a diverses saveurs. Regardez Pull Me Under avec ce côté old school et cette basse de John Moog. John Moog quoi, putain. Pour Another Day, vous imaginez pas une ambiance orangée d'un soleil couchant qui tombe sur un New York s'apprêtant à passer à vie nocturne, hein? Les derniers rayons de soleil qui filtrent à travers ce store et qui illuminent en partie cette femme qui se trouve sur son lit et qui se pose toutes ces questions. Non, c'est pas ça que vous imaginez quand vous écoutez Another Day? Et puis White for Sleep qui est très belle, très calme. Metropolis Part 1 qui est sûrement la plus technique. Et là aussi, Dream Theater, Images and Words, c'est très technique mais très accessible, pas du tout étouffant. On a souvent tendance à dire que Jordan Rudess casse les couilles, et ça peut être vrai, mais ici la technique n'est pas quelque chose de repoussant, au contraire, elle colle parfaitement à la musique, aux mélodies, c'est vraiment une osmose parfaite entre la rythmique, la mélodie et la technique qu'on a ici. Non? Learning to Live qui est d'une force incroyable et qui est extrêmement touchante, que ce soit au niveau des paroles ou de la musique, avec ce final qui me mettra toujours les larmes aux yeux. D'ailleurs, je faisais pas trop le malin quand j'ai écouté cet album en plein concert à Londres avec Maud de Buis, hein? D'ailleurs, on en a parlé, hein, vous pourrez aller voir. Et ouais, Dream Theater premier. Et là, c'est sûr, dans 20 ans, il est encore au premier, hein, là, ça va pas bouger. Bon, voilà, cette vidéo est à présent terminée, et j'ai terminé ma bière aussi. Ça c'est fort, par contre. 9 degrés 5, putain, mais entre ça et la chaleur... J'espère que ça vous aura plu, vous aurez trouvé le concept assez intéressant. En tout cas, moi j'ai bien aimé me prêter à ce petit exercice. Et d'ailleurs, j'invite mes collègues youtubeurs à faire pareil. Répondez à Maxwell Dragon, allez, votre top 20. Et il faut savoir que j'ai peut-être dans l'idée un futur concept pour Metal Hunters. Alors autant Maxwell va voir les gens pour que ces derniers parlent de leur collection, et moi j'ai bien envie d'aller chez les gens pour... déjà pour boire un coup, et après pour qu'ils me parlent de leur top 20 à eux, les 20 albums qu'ils préfèrent. On verra si je peux mettre ça au point. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais vous donner un indice parce que je suis cool, donc voilà un indice. Et ça va être un album qui est sorti dans l'année. Et c'est du death un peu varié, du death très varié. Voilà, donc ça ce sera la prochaine vidéo de Metal Hunters. D'ici là, stay metal! Non mais arrête de t'angoisser comme ça, c'est pas un complot. Je sais pas,
Je réfléchis à ce qu'il m'a dit Enoch et je me dis que c'est pas super net et ce serait crédible qu'il y ait un gars là dans l'ombre. J'ai envie du coup, tu sais le portugais dont je t'ai parlé là, de Dublin, j'ai envie de l'appeler là, je vais lui passer un coup de fil. Par contre je sais pas où j'ai mis mon téléphone. Attends, mais C'est c'est toi qui as demandé à ce qu'on vienne ici, isolé, dans ce coin, pour être sûr qu'on nous espionne pas. Qu'est-ce que tu veux appeler qui là? Ah ouais, du coup ça capte pas. Eh ben non. Pas le dernier d'encontre. C'est pour ça que je te fais venir dans mes vidéos. Mais par contre, méfie-toi. Surtout avec des t-shirts comme ça. Moi je fais pas de pub. Méfie-toi. Méfie-toi!